Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du Handipact Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, puisque pour rappel, depuis à compter du début du confinement, nous avons fait le choix entre les deux Handipacts, donc des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, de mutualiser nos webinaires pour vous offrir une plus grande diversité en termes d'offres de contenu sur les webinaires. Celui-ci donc porte sur le recrutement des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Sophie Cordel, donc coordinatrice du Handipact Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes. Et je fais partie également de l'équipe du Handipact donc Île-de-France. J'évoque tout de suite en fait ma collègue Karine Bouillet qui est en charge de l'assistance technique pour ce webinaire que vous ne voyez pas ici mais qui est avec nous pour gérer toutes les questions d'ordre logistique. Alors sur ce point, avant de poursuivre les présentations, simplement pour toutes les questions d'ordre logistique, c'est-à-dire sur les difficultés d'accès au webinaire, je vous invite en fait à utiliser la colonne questions sur votre droite et non pas la colonne chat qui, elle, est plutôt réservée aux questions sur le contenu du webinaire. Donc pour, voilà, sur la colonne questions, Karine donc pourra répondre à toutes vos questions par rapport à des problèmes de son, des problèmes de connexion, etc. Voilà. Fabrice, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Fabrice Collomb, chargé de mission chez Cap Emploi Rhône. J'ai pour mission au niveau du côté employeur de coordonner toutes les actions direction des employeurs publics. Donc sur le Cap Emploi du Rhône, on a fait le choix d'avoir une petite équipe de chargés de mission dédiée aux employeurs publics. Et donc j'interviens en ce sens-là pour répondre à vos questions. Voilà, et Fabrice, tu représentes en fait plus globalement le réseau des Cap Emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Alors, le déroulement de ce webinaire. Donc, le déroulement de ce webinaire, on vous propose de le faire en 3 étapes, 3 points. Le premier, donc, c'est quelques éléments de cadrage sur la question du process en fait de recrutement des personnes en situation de handicap. Ensuite, nous évoquerons donc les acteurs ressources que vous pouvez mobiliser pour vous accompagner dans votre stratégie de recrutement. Et notamment, donc, Fabrice présentera l'offre de service de Cap Emploi. Plus spécifiquement, on prendra un peu plus de temps sur ce point-là. Et puis, enfin, sur la dernière partie, on évoquera les dispositifs spécifiques et les leviers existants pour justement, enfin, qui sont dans votre boîte à outils, qui sont à votre main pour booster en fait vos pratiques de recrutement de personnes en situation de handicap. À chacune de ces étapes, en fin de chacune de ces parties, on s'arrêtera un petit moment pour reprendre les questions que vous aurez posées correspondant à cette partie. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, donc sur la colonne chat, et je vois que maintenant, il y en a qui ont vraiment pris l'habitude de l'utiliser, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent bonjour. Donc, dans cette colonne chat, en fait, vous avez la possibilité de nous poser toutes vos questions par rapport à ce qui est présenté au fil de l'eau, et on reprend en fait ces questions en fin de chaque partie. Et puis, on aura aussi un temps en toute fin du webinaire pour répondre à toutes les autres questions auxquelles on n'aura éventuellement pas répondu. Peut-être une dernière précision avant de commencer, simplement pour vous dire que le webinaire, donc le replay, et tout le support en fait de ce webinaire seront donc d'ici la fin de cette semaine ou même d'ici 1 ou 2 jours, en tout cas très rapidement, accessibles sur le site extranet du Handipact, des Handipacts, donc Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Voilà sur les points de déroulement. Alors, du coup, je vous propose de démarrer. Donc, tout d'abord, concernant les éléments de cadrage. Donc, concernant les éléments de cadrage, il y a peut-être un premier point qu'il faut se poser, c'est handicapé, de qui parle-t-on ? Effectivement, il faut simplement revenir sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation, la citoyenneté donc des personnes en situation de handicap, handicapées, qui donne en fait pour la première fois une définition du handicap que je vais vous lire ici, constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette définition se veut donc la plus large possible. C'est-à-dire que le législateur a vraiment voulu finalement globaliser cette notion-là pour simplement mettre en lumière le fait que toute personne peut se trouver à un moment donné en situation de handicap, qu'il y a une grande diversité de handicap et que ce handicap, en fait, n'existe que s'il est vécu dans une situation donnée, dans un environnement donné. Donc, on est vraiment, voilà, dans tout type de handicap concerné et dans un contexte le plus large possible. Donc ça, c'est le premier point quand on parle de personnes handicapées. Le deuxième point, c'est le principe en fait d'égalité de traitement, puisque cette définition aussi édicte un principe déjà d'égalité des chances, un principe de citoyenneté et un principe d'accessibilité universelle. Pour ce qui concerne les travailleurs handicapés, et plus spécifiquement dans la fonction publique, le statut général des fonctionnaires précise que les employeurs publics doivent prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à l'emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser, ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Donc on est vraiment dans ce principe d'égalité de traitement. Le dernier point, quand on parle de personnes handicapées, c'est la question de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. On parle souvent, vous avez dû entendre ce terme, la notion de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Vous savez que tout employeur, public ou privé de plus de 20 salariés ou agents en équivalent temps plein, doit en fait doit répondre à une obligation d'emploi de 6% de ses effectifs en équivalent temps plein. Donc, doit avoir au moins 6% dans ses effectifs de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. En fait, la notion de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ça correspond aux personnes que les employeurs doivent déclarer chaque année dans leur déclaration de leur obligation d'emploi. Et donc, il y a toute une liste en fait de bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui est finalement réglementaire. On va retrouver notamment les personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui est attribuée par la CDAPH au niveau de la maison départementale des personnes handicapées. On va retrouver la carte d'invalidité, les pensions d'invalidité. On retrouve aussi les agents allocataires d'une allocation temporaire d'invalidité, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur qui sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est pas le but de ce webinaire. Par contre, je vous invite éventuellement, pour en savoir plus, à retourner sur le site extranet du handicap. Vous y retrouverez notamment le replay et le support du webinaire qui a eu lieu dans le courant du mois d'avril, il me semble, sur justement la déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Et là, vous retrouverez bien les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Voilà, c'était surtout un moyen de bien cadrer de qui on parle quand on parle de personnes en situation de handicap. Et quand on est dans un process de recrutement, l'employeur, en fait, va être amené à recruter, en fait, essentiellement des personnes qui ont le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, qui ont cette reconnaissance, en fait, de travailleurs handicapés. Fabrice, n'hésite pas à m'interrompre si jamais tu souhaites rajouter quelque chose. Ok, pas de souci. Alors, sur le processus de recrutement maintenant. Alors, quel processus spécifique de recrutement? Alors d'abord, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a un processus spécifique pour le recrutement des personnes handicapées? Et là, en fait, d'emblée, je vais vous dire non. C'est-à-dire que, en soi, tout employeur public ou privé doit en fait déployer un processus de recrutement pour l'ensemble de ces recrutements, quels qu'ils soient. On sait que le recrutement se définit comme la meilleure adéquation possible finalement entre un poste et une personne. C'est vraiment un processus clé dans la gestion des ressources humaines qui est vraiment primordial. Plus vous maîtrisez votre processus de recrutement, plus vous avez des chances finalement de réussir votre recrutement. Donc pour ce qui concerne le recrutement des personnes en situation de handicap, de manière très inclusive finalement, il s'agit de bien mobiliser le même processus de recrutement que vous mobilisez pour les personnes, pour l'ensemble de vos recrutements. Par contre, on peut quand même mettre en lumière certains points clés nécessaires pour garantir finalement la réussite du recrutement aussi d'une personne en situation de handicap, tout en restant objectif et neutre, tout en restant finalement dans cette logique d'inclusion. Alors, peut-être d'abord sur l'identification des besoins. Parce que je reviens un petit peu en arrière, vous voyez un processus de recrutement classique, ça commence par l'identification des besoins, c'est-à-dire quels sont vos besoins en fait par rapport au poste sur lequel vous souhaitez recruter une personne. Ensuite, vous allez diffuser une annonce.
Puis, vous allez rechercher le candidat ou des candidats. Une fois que vous aurez identifié des candidats, vous allez organiser des entretiens de recrutement. Puis ensuite, vous allez choisir et faire un retour aux candidats. Et puis enfin, il ne faut surtout pas oublier cette étape qui est primordiale, et notamment en particulier aussi pour les personnes en situation de handicap. Il faut aussi accompagner l'intégration de votre collaborateur. Donc ça, c'est un processus qui vaut pour tous, quoi qu'il en soit. Par contre, sur l'identification des besoins, vous avez des outils qui sont la fiche de poste ou la fiche métier. L'objectif de l'identification des besoins, c'est d'identifier par exemple déjà de manière générale vos besoins en matière de mission, en matière de compétences, tout ce qui touche aux relations interprofessionnelles, tout ce qui va toucher peut-être aux conditions de travail, mais également en fait tout ce qui va toucher à la notion de contrainte de poste. C'est vrai que plus vous poussez votre analyse dans l'identification des besoins en matière de contraintes de poste, quel que soit finalement le recrutement, c'est-à-dire que vous recrutez une personne en situation de handicap ou pas, finalement, plus vous poussez votre analyse sur les contraintes de poste, plus en fait vous permettrez à la personne qui va candidater d'identifier finalement quelles sont les contraintes sur ce poste de travail et donc d'identifier s'il est en capacité ou non de se positionner sur ce type de poste au regard de ces contraintes. Alors derrière les contraintes de poste, on va retrouver les contraintes en matière par exemple de mobilisation des outils, les contraintes qui peuvent être d'ordre organisationnel, notamment sur les modes de travail, par exemple, je ne sais pas, un mode de travail isolé ou plutôt en équipe, sur les modes d'encadrement, si l'encadrement est sur place ou à distance, ce qui est plutôt d'actualité en ce moment, sur le temps de travail, sur les rythmes de travail, sur éventuellement les déplacements sur le territoire, qui peuvent être plus ou moins récurrents, la polyvalence des activités. On a aussi les contraintes relationnelles, tout ce qui est relations téléphoniques, les relations physiques, les contraintes posturales, la posture donc au travail, le port de charge, les postures contraignantes, etc. Donc voilà, c'est en fait identifier au maximum toutes ces contraintes. Il faut les qualifier, ces contraintes de poste, et aussi éventuellement les quantifier. Si on prend l'exemple du port de charge, la notion de port de charge, en fait, c'est aussi quantifier en fait le poids, en fait, par exemple, qui va en général devoir être porté. Pour vous aider, bien sûr, à définir vos contraintes de poste, il faut vous appuyer sur le médecin du travail, c'est-à-dire que c'est lui qui est le plus en capacité d'analyser en fait sur les fiches de poste dans l'environnement de travail dans lequel en fait va se mettre en œuvre l'emploi, en fait le poste. C'est bien le médecin qui peut vous venir en appui pour vous aider à qualifier un peu plus les contraintes de poste. Ça, c'est un élément qui souvent peut manquer dans l'identification, dans le contenu des fiches de poste. C'est vrai que ça demande un investissement au préalable, parce que ça demande finalement pour chaque fiche de poste de rajouter ou d'intégrer ces éléments-là. Mais une fois qu'ils sont intégrés, quelque part, du coup, c'est vraiment un appui pour vous dans votre process de recrutement. Fabrice ? Oui, alors juste, je vais intervenir effectivement sur le process de recrutement, donc qui souvent existe déjà chez les employeurs qui recrutent. Il y a un élément qui est important, c'est la volonté, c'est-à-dire que est-ce que dans le process de recrutement, on met la volonté ou non de recruter un travailleur handicapé spécifiquement sur un poste, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on englobe dans une politique globale au niveau de l'employeur? Ça, c'est la première chose. Donc évidemment, je vais faire la promotion de mettre ça dans une politique globale, c'est ce qui fonctionne le mieux. La seconde chose où je voulais intervenir pour compléter ce que tu disais, c'est qu'effectivement sur l'identification des besoins et notamment la fiche de poste et des contraintes, tu parlais du médecin du travail et j'ai envie de dire que Cap Emploi peut vous aider aussi sur cette question-là. C'est-à-dire que moi, je suis amené régulièrement avec les employeurs que j'accompagne de venir visiter le poste de travail qui va être à pourvoir pour en voir justement les contraintes et puis pour pouvoir les identifier afin de proposer des candidats qui correspondent notamment en termes de poste ou alors, s'il n'y a effectivement pas de compatibilité avec le recrutement, de pouvoir proposer l'aménagement tout de suite en disant là, j'ai un candidat et il y a cet aménagement à mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est un travail qu'on peut vous aider à effectuer aussi. Très bien. Alors,
Autre point, c'est la diffusion de l'annonce. Alors sur la diffusion de l'annonce, même principe, les candidats peuvent postuler sur n'importe lequel des postes vacants. Il existe une multitude de sites, de réseaux, d'acteurs sur lesquels en fait les annonces peuvent être publiées, donc des sites de droit commun. Vous pouvez aussi constituer des viviers de candidats, comme vous pouvez le faire en fait sur tous vos process de recrutement. Peut-être simplement, préciser quelques points clés sur la diffusion de l'annonce. Déjà, si vous êtes effectivement, si vous avez structuré, formalisé une politique handicap et diversité, pour le coup, ça peut être intéressant de la valoriser, cette politique handicap et diversité, notamment dans votre offre d'emploi, pour justement, quelque part, permettre aux candidats d'identifier qu'ils se trouvent dans une structure qui étant dit accueillante, entre guillemets, et qui est sensibilisé sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous avez également des sites effectivement génériques, mais vous avez aussi des sites qui sont plus spécialisés, ou encore vous avez aussi des labels qui existent, notamment donc Cap Emploi, Fabrice, qui est quand même un opérateur spécifique de placement spécialisé donc pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où vous allez chercher Cap Emploi sur vos recrutements, forcément, vous ciblez aussi des publics en situation de handicap. Je me trompe pas, Fabrice? Non, c'est ça. Et ensuite, on retrouve aussi certains labels, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a le label H+. Le label H+, c'est un label finalement qui vous permet d'identifier en fait des organismes qui sont là aussi handi-accueillants, c'est-à-dire qui sont organisés pour pouvoir pour pouvoir accueillir de manière adaptée des personnes en situation de handicap. On retrouve des organismes de formation handi-accueillants et vous pouvez avoir aussi d'autres structures. Et on retrouve en Ile-de-France ce type de label également, que vous retrouvez sur la diapo. Et puis au niveau des viviers de candidats, alors vous pouvez très bien aussi dans votre vivier identifier, puisque le candidat vous le précise très clairement dans son CV, vous pouvez très bien identifier les CV de personnes qui sont qui ont précisé dans leur CV qu'ils sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, puisque en fait, alors, sur le principe de discrimination, à partir du moment où la personne dit clairement ou indique clairement sur son CV qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, vous avez tout à fait la possibilité de regrouper en fait ces CV dans un vivier spécifique, puisque ce sont eux-mêmes en fait qui précisent leur statut. Voilà, là-dessus, ce que je peux dire par rapport à la diffusion de l'annonce. Sur la lecture des CV, alors là aussi, vous pouvez en fait dans la lecture des CV porter attention. En fait, l'objectif c'est de savoir lire un peu entre les lignes. Il y a certains mots clés, notamment sur un CV. Alors parfois vous retrouvez encore, alors qu'elle n'existe plus depuis très longtemps maintenant, depuis 2011, vous retrouvez parfois encore le mot cotorep sur des CV. Vous retrouvez aussi parfois le mot MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Il peut parfois être écrit Cap Emploi justement, ou RQTH qui renvoie à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ça, ce sont des mots-clés qui doivent qui vous permettent d'identifier que la personne qui postule sur son CV a indiqué clairement qu'elle est en situation de handicap, qu'elle est reconnue, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui est en lien avec le handicap. Pareil, souvent on vous dit que les CV des personnes des travailleurs handicapés sont parfois discontinus. En fait, les parcours sont discontinus. Il peut y avoir des interruptions, des alternances entre du temps partiel et du temps plein. Vous pouvez identifier parfois des reconversions professionnelles. Ou aussi dans les informations complémentaires, des activités associatives ou sportives qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, comme par exemple quelqu'un qui fait du handisport, par exemple. Alors, en même temps, par rapport à cette notion-là de lire entre les lignes, il faut être vigilant, parce qu'en même temps, il ne faut pas non plus tomber et faire une généralisation. C'est pas parce que vous avez des ruptures dans les parcours professionnels que la personne est forcément en situation de handicap. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent justifier, en tout cas, de rupture ou d'arrêt en fait dans le parcours professionnel, autre que le handicap. Mais par contre, ça peut être quand même des éléments qui vont vous permettre en fait d'orienter la préparation de votre entretien de recrutement. C'est plutôt comme ça qu'il faut effectivement lire le CV. Fabrice, pas de... Non, tout ça est va dit. Oui, ça va. Bon.
Alors, je continue. Quelques éléments aussi correspondent, par rapport aux préalables, les préalables nécessaires par rapport aux entretiens. Toujours dans une logique d'inclusion. Il est important de pouvoir en fait inviter le candidat, lui faire savoir s'il en a besoin, qu'il peut en fait solliciter un aménagement particulier pour pouvoir réaliser les entretiens. Il est tout à fait possible d'intégrer une mention type, alors là je vous l'ai écrit, afin de nous permettre d'organiser au mieux votre entretien jury de recrutement. Merci de nous faire connaître les aménagements qui vous seraient nécessaires pour la bonne conduite de celui-ci. Si vous voulez être inclusif dans votre démarche, pour le coup, cette mention-là, vous la mettez vous la systématisez, quel que soit le recrutement. Parce que la personne qui postule, qui est éventuellement travailleur handicapé, ne l'a pas forcément précisé dans son CV. À cette étape-là, vous n'êtes pas forcément encore informé du fait que cette personne est en situation de handicap. Donc, cette mention-là, elle vaut en fait dans toutes les démarches, quelles qu'elles soient. Donc oui, voilà, j'ai mis aussi ici que vous pouviez intégrer un CV dans une base de données en mentionnant la RQTH si seulement le candidat l'a mentionné sur son CV. Donc ça, je reviens pas dessus parce que je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, en tout cas, préparer l'entretien, c'est aussi prendre en compte le fait que pour réaliser l'entretien, peut-être que la personne elle a besoin d'aménagement. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de pouvoir lui poser la question en amont pour pouvoir anticiper. En fait, le principe, c'est de penser compensation, d'éviter toute forme de stigmatisation. Si en fait vous faites ça seulement pour les personnes qui ont mentionné dans leur CV qu'elles ont une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, bon, c'est déjà bien, parce que du coup, c'est-à-dire que vous avez bien identifié qu'elle a une reconnaissance, donc que potentiellement elle a besoin des aménagements. Donc c'est déjà une bonne chose, mais si vous le faites en fait pour tous, vous êtes vraiment dans une logique de compensation, c'est-à-dire vous partez du principe que toute personne peut éventuellement avoir besoin d'une compensation pour se trouver pour en tout cas réussir telle ou telle activité, comme n'importe quelle autre personne qui n'aurait pas besoin de compensation, et du coup ça vous permet vraiment d'éviter toute forme de stigmatisation. Et c'est ça tout l'enjeu en fait dans le process de recrutement de personnes en situation de handicap, c'est vraiment d'être au maximum dans un process de recrutement commun, classique, mais voilà, en prenant quelques précautions qui touchent plutôt à la compensation du handicap. Je continue, Fabrice, c'est bon? Continue, vas-y. Alors, les derniers points, en fait, sur cette première étape d'éléments de cadrage, c'est la question de l'entretien de recrutement. Alors, quelques éléments déjà sur l'article L 1221-6 du Code du travail qui fixe en fait les limites sur les informations demandées aux candidats. Qu'est-ce qu'on peut dire aux candidats? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Alors l'employeur questionne ce qui peut lui permettre d'évaluer les capacités du candidat à remplir les fonctions proposées. Donc il va le questionner sur les compétences, sur ses connaissances techniques, sur ses facultés d'adaptation ou d'intégration, sur son potentiel d'évolution. Il va aussi lui poser toutes les questions sur l'état civil, les diplômes, la formation, l'emploi précédent, le casier judiciaire également. Mais il y a des questions interdites. Et ça, c'est très important de prendre en considération ces questions interdites. Ce sont toutes les questions qui sont relatives à la vie privée, c'est-à-dire la situation familiale, les convictions religieuses, l'appartenance syndicale et également, du coup, l'état de santé. Puisque là, on touche vraiment à la vie privée de la personne. L'interroger sur son état de santé, c'est l'interroger sur un élément qui relève de sa vie privée. Pour mener l'entretien, le rôle du recruteur, c'est mettre en confiance, rassurer, donc pour faciliter l'échange. Pour rappel, une personne en situation un handicap peut être invisible. Le candidat peut très bien ne pas avoir envie de parler de son handicap. Donc du coup, c'est aussi mettre en confiance, rassurer pour faciliter l'échange. Ça peut permettre en fait d'ouvrir le dialogue sur ce sujet-là. Ça permet en fait ces prémices nécessaires pour aborder des sujets qui peuvent être difficiles à aborder pour le candidat. Ça vaut pour tout en fait. Ça vaut pour le handicap, mais ça vaudrait pour tout. La relation de confiance, elle est vraiment importante au préalable. Du coup, vous allez me dire, alors, mais si je ne peux pas interroger sur la vie privée,
si je peux pas finalement l'interroger sur sa situation de santé, comment je fais pour aborder le handicap et notamment, alors déjà, comment je fais pour aborder le handicap quand il est mentionné sur le CV? Alors, s'il est mentionné sur le CV, vous pouvez le faire dès le premier contact. Vous pouvez tout simplement repartir du CV, préciser donc que dès le premier contact, si vous l'avez au téléphone par exemple en amont, pour notamment l'inviter à participer à l'entretien, vous pouvez très bien préciser que cette notion, cette situation de handicap sera abordée lors de l'entretien, tout simplement, encore une fois, pour s'assurer de la compatibilité avec le poste et les aménagements éventuels à envisager. À partir du moment où la personne a spécifié dans son CV qu'elle est reconnue travailleur handicapé, il n'y a pas de non-sujet, c'est-à-dire ça serait même quelque part pas logique en fait de pas prendre en compte cette information et de ne pas l'intégrer dans l'entretien, puisqu'en fait la personne vous le dit clairement. Voilà. Trouvez les thèmes d'échange pour obtenir les réponses à vos questions. Donc déjà, se baser sur... Donc là, ça vaut pour un CV, effectivement, sur lequel la personne mentionne le fait qu'elle est reconnue travailleur handicapé, mais ça vaut aussi pour les CV où elle ne le mentionne pas, mais sur lesquels vous avez éventuellement, justement, comme on le disait, identifié des éléments qui vous mettent la puce à l'oreille sur éventuellement une problématique de santé au travail. Et enfin, en tout cas, une problématique de handicap. Et du coup, là, l'idée, c'est de vous baser sur les particularités que vous avez identifiées justement dans votre CV. Donc, la formation, les arrêts, les reconversions, enfin tout ce qu'on a vu juste avant. Partir du descriptif du poste pour identifier les limites du candidat sur telle ou telle tâche, les besoins de suivi ou d'accompagnement, les aménagements nécessaires, les contraintes du handicap aussi, notamment qui sont liées au trajet entre le domicile et le travail, par exemple. Il faut en fait aider le candidat à parler de ses contraintes. Donc demander au candidat comment il envisage l'exercice de cette fonction et son intégration éventuelle. Mais ça, pour le coup, ça vaut pour tous les candidats. Présenter les activités en détail et demander si le candidat a des interrogations ou si l'une des activités lui pose question. Là aussi, quelque part, ça vaut pour tout candidat. Voilà, donc il y a quelques éléments à retenir sur cette étape-là. C'est en gros, il faut bien se préparer, être objectif face au candidat, objectif au sens neutre. Voilà, ne pas éviter d'avoir des représentations dans votre process de recrutement. Là, pour le coup, je fais une petite aparté. C'est vrai que parfois, et même souvent, il est nécessaire aussi que, en tant qu'employeur public, vous puissiez sensibiliser les équipes qui sont en charge du recrutement de personnes en situation de handicap, sensibiliser et former les recruteurs, les chargés de recrutement, tout simplement pour que leur posture professionnelle reste objective et neutre, parce que il faut quand même très clairement ne pas se voiler la face. Les représentations du handicap, elles sont partout. Elles sont partout. C'est pas forcément des représentations qui sont conscientes. Parfois, on a des représentations qui sont inconscientes, internalisées, qui sont issues de notre culture, qui sont issues de notre éducation. Et ces représentations-là peuvent vraiment jouer sur une posture en fait en matière de recrutement. Sensibiliser les équipes qui sont en charge du recrutement, c'est garantir en fait l'objectivité du recrutement. Et ça, c'est vraiment très important. Ça peut être un préalable qui peut être intéressant à mettre en œuvre, à discuter justement avec les recruteurs justement pour voir si même de leur point de vue, et souvent ils vous disent oui en fait, il semblerait judicieux quand même de faire une formation sur ce sujet-là. Laissez le candidat répondre aux questions. Aucune question donc ne doit être posée sur la vie privée. Ne pas laisser le candidat s'étendre sur sa vie privée. Alors ça aussi, c'est souvent ça peut arriver que le candidat qui en fait justement stipule clairement sur son CV donc qu'il est en situation de handicap, tende en fait à s'exprimer largement sur sa situation de handicap, ses problématiques de santé, etc. Or, le sujet, là, n'est pas, en fait, sa problématique de santé, mais bien la question du recrutement. Donc, il faut toujours recentrer, en fait, le candidat sur le sujet. Il est là, il postule sur une offre d'emploi. L'idée, c'est de savoir si son profil correspond à vos attentes. L'idée, c'est de savoir éventuellement s'il y a besoin d'apporter des compensations. Mais par contre, il ne s'agit pas d'échanger sur ses problématiques de santé, sur sa vie privée plus généralement. Ça, c'est pas de votre ressort quelque part.
Et d'ailleurs, le candidat, lui, il se plante quelque part si dans sa posture en fait vis-à-vis de son recruteur, il commence à s'étaler sur sa vie privée. Quelque part, il n'est pas lui non plus dans une bonne posture en tant que candidat. Fabrice, je pense que tu pourras compléter là-dessus, mais vraiment, c'est aussi ça le préalable qui est nécessaire, c'est que le candidat puisse aussi être accompagné pour bien se préparer justement aux entretiens de recrutement. Alors. Oui, effectivement. Alors après, c'est pas toujours possible. Tous les candidats ne sont pas toujours forcément accompagnés par Cap Emploi. Quelquefois, ce sont des candidats qui sont pas accompagnés du tout. Donc, ils font aussi l'entretien comme ils pensent que ça convient. Mais je voulais juste rajouter sur ce qu'il faut retenir, c'est la notion de contre-indication médicale ou de contrainte posturale. Si le candidat effectivement indique la mention de son handicap sur le CV, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aller facilement. Questionner sur la contrainte posturale ou sur la contre-indication médicale, ce n'est pas questionner sur la santé. C'est questionner sur, effectivement, les aménagements à mettre en œuvre. Et là, ça a du sens. Ça a du sens pour le candidat et ça en a pour vous aussi. Ça vous permet d'anticiper. Donc ça, c'est vraiment la clé. Tout à fait. Alors, deux autres points à retenir. Donc, les règles impératives du recrutement, le strict respect du principe de non-discrimination. Donc, il est vraiment interdit d'écarter un candidat d'une procédure de recrutement en raison de son état de santé et de son handicap. Et là, vous retrouvez en fait les articles du Code du travail et du Code pénal. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou faire l'objet donc d'une procédure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap, et constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur état de santé, leur handicap. Dans la fonction publique, l'accès des personnes handicapées suppose le respect des conditions générales fixées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires. Donc notamment, on va retrouver les conditions de nationalité, de jouissance des droits civiques et d'aptitude physique à l'emploi. C'est ça la notion clé, l'aptitude physique. Comme tout agent intégrant la fonction publique, le travailleur handicapé est soumis à une visite médicale d'aptitude. Au cours de cette visite, le médecin agréé de l'administration vérifie que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions postulées, entre guillemets, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. C'est-à-dire que le médecin agréé va étudier, avant de valider ou non l'aptitude, les capacités de réponse en matière de compensation de handicap pour permettre à la personne, pour rendre apte la personne à sa fonction. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne est en situation de handicap, il ne va pas forcément être inapte. Le médecin va regarder s'il y a des compensations qui peuvent être apportées, et si les compensations peuvent être apportées, dans ce cas-là, il sera apte physiquement. Voilà. Voilà sur cette première... Ah non, excusez-moi, il y avait un dernier élément. Il y a quand même des exceptions au principe de non-discrimination. Effectivement, ce qui n'est pas discriminant, donc c'est le principe que l'inaptitude est médicalement constatée. Donc les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination, donc lorsqu'elles sont objectives, nécessaires ou appropriées, d'une part. Le refus d'embauche fondé donc sur l'inaptitude médicalement constatée n'est pas non plus du coup discriminatoire puisqu'elle est médicalement constatée. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et puis aussi sur la question de la compensation en faveur des personnes en situation de handicap, le fait d'apporter des compensations n'est pas discriminatoire, bien au contraire. Le fait d'apporter des compensations à une situation de handicap, c'est justement un principe qui permet en fait de ne pas discriminer les personnes, un principe de non-discrimination. Voilà, donc voilà. Voilà, donc avant de passer à la deuxième étape, je vais juste redérouler le fil des questions pour voir sur cette première étape d'éléments de cadrage, en fait, vous avez éventuellement posé des questions. Et si ce n'est pas le cas, jusqu'alors, si vous en avez, c'est le moment sur cette première étape. Mais je vois qu'on a essentiellement des questions plutôt d'ordre technique. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, pour le moment, vous n'avez pas de questions. Est-ce que vous avez des questions sur cette première étape, sur ces éléments de cadrage, des demandes de précision éventuellement?
Non, a priori, donc pour le moment, c'est bon. Bon, bah écoutez, de toute façon, on reprendra vos questions sur la fin. Donc maintenant qu'on a vu les éléments de cadrage, la question c'est quels sont les acteurs ressources sur lesquels vous pouvez, vous, en tant que recruteur, vous appuyer pour vous accompagner dans le recrutement et notamment donc dans le recrutement de personnes en situation de handicap. Alors d'abord, la première chose, il y a des acteurs ressources propres à la fonction publique. Alors notamment, il y a les centres de gestion de la fonction publique territoriale pour les employeurs territoriaux donc, qui sont affiliés, donc ces CDG jouent un rôle de conseil auprès des DRH en matière de politique de recrutement, d'insertion, également de reclassement des travailleurs handicapés. Ils mettent à disposition un certain nombre d'outils et de dispositifs qui sont vraiment à disposition des employeurs territoriaux affiliés. Tous les centres de gestion d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Île-de-France sont aujourd'hui sous convention avec le fonds d'insertion, le FIP, le FIPHFP, le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Dans ce cadre-là, ça signifie qu'ils ont tous une mission en fait d'accompagnement des employeurs donc territoriaux affiliés dans la mise en œuvre de leur politique RH, handicap et maintien dans l'emploi. Donc, y compris sur le volet recrutement et insertion. Et notamment, il faut préciser que dans ces conventions, il y a un axe qui est plus spécifiquement dédié à l'apprentissage, qui consiste en fait, pour les centres de gestion, à proposer aux employeurs territoriaux un service apprentissage à leur disposition, donc pour les accompagner dans le recrutement des apprentis en situation de handicap. Voilà, il faut savoir aussi que les centres de gestion, pour la plupart tous, un service dit d'emploi temporaire ou on dit parfois intérim, qui en fait consiste à mettre à disposition des employeurs territoriaux des agents, notamment dans le cadre de renforts, de remplacements, etc. Donc ça signifie que les centres de gestion ont aussi des viviers en fait de candidats qui peuvent être intéressants pour vous. Et parmi ces candidats, il peut y avoir des candidats qui sont notamment en situation de handicap. Toujours dans les acteurs ressources de la fonction publique, on retrouve aussi les... alors, excusez-moi, sur Auvergne-Rhône-Alpes uniquement, il existe aussi donc la mission handicap FIP-FHF. Cette mission handicap, elle a à peu près le même rôle que les centres de gestion donc en direction des employeurs territoriaux, mais pour ce qui concerne la mission handicap FIP-FHS, Fédération hospitalière française, c'est une mission donc qui est à destination des employeurs hospitaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette mission est incarnée par Cécile Heuss, qui d'ailleurs est ici, elle nous écoute, elle regarde ce webinaire. Et d'ailleurs, Cécile, si tu le souhaites, n'hésite pas en tout cas à intervenir via le chat. Et les employeurs hospitaliers, si vous voulez plus spécifiquement poser une question à Cécile, n'hésitez pas à le faire également puisqu'elle pourra vous répondre directement via le chat. D'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière. Il y a aussi des centres de gestion qui sont présents là dans le cadre du webinaire. Donc, même principe, si vous souhaitez avoir des questions plus spécifiquement sur comment les centres de gestion peuvent vous accompagner, vous pouvez directement leur poser la question via le chat également. Voilà, donc mission handicap FIP FHF, voilà. Autre acteur ressources donc au niveau de la fonction publique, ce sont aussi les PFRH, les plateformes des ressources humaines qui sont plus spécifiquement dédiées cette fois aux employeurs donc de l'État, aux administrations et établissements de l'État, qui sont peut-être, qui interviennent peut-être moins sur les process de recrutement à proprement parler, qui sont plutôt des plateformes ressources sur lesquelles vous allez pouvoir aller chercher des ressources par rapport à vos processus RH globalement, notamment sur l'accompagnement à la mobilité, à l'évolution de carrière, etc. Vous pouvez avoir au sein des PFRH des missions qui sont plus spécifiquement dédiées au recrutement, notamment c'est le cas sur Auvergne-Rhône-Alpes, des apprentis, plus globalement, pas forcément en situation de handicap, mais en tout cas des apprentis globalement, puisqu'il y a une vraie volonté de booster le recrutement des apprentis dans la fonction publique, y compris de l'État. Donc voilà, ce sont aussi vos interlocuteurs par rapport à vos process de recrutement. En dehors de ces acteurs ressources de la fonction publique, vous avez aussi des acteurs ressources qui relèvent du SPE. Alors le SPE, qu'est-ce que c'est? C'est le service public de l'emploi. Et parmi ces opérateurs, vous avez bien sûr celui qui est
le plus connu, parce que c'est aussi le service public de l'emploi généraliste, donc c'est Pôle emploi. Pôle emploi, donc, qui est l'opérateur, qui accompagne les demandeurs d'emploi dans leur parcours d'insertion professionnelle, quel que soit leur profil, donc y compris les demandeurs d'emploi en situation de handicap, et qui, par ailleurs, accompagne les employeurs privés et publics dans leur recrutement, leur process de recrutement de personnes, donc globalement, en fait. Donc voilà, c'est quand même un interlocuteur qui reste un interlocuteur pertinent pour vous dans votre process de recrutement. Les pôles emploi vont mettre à disposition aussi un certain nombre de dispositifs, d'outils qui relèvent du droit commun, qui peuvent aider aussi à construire des parcours d'insertion professionnelle. Et là, du coup, Fabrice, je te laisserai plus tard révoquer ça, puisque ce sont aussi des dispositifs et des outils que vous utilisez dans le cadre de Cap Emploi. Mais ce sont des dispositifs qui peuvent vraiment être très intéressants pour vous, employeurs publics, quand vous allez vraiment vous inscrire en fait dans un vrai parcours d'insertion professionnelle d'une personne que vous aurez identifiée, mais qui n'aura pas forcément dès le départ les compétences ou les qualifications requises. Donc ça peut vraiment être très intéressant de bien appréhender quels sont ces dispositifs-là. Toujours au niveau des acteurs ressources du service public de l'emploi, vous avez les missions locales. Les missions locales jeunes, donc qui en fait donc relèvent aussi du SPE et qui elles en fait sont plus spécifiquement dédiées aux jeunes de 16 à 25 ans. Elles les accompagnent tout au long de leur projet professionnel et les aident en fait à créer un contexte favorable à la mise à l'emploi. Les missions locales peuvent accompagner des jeunes en situation de handicap également. D'ailleurs, que ce soit Pôle emploi et missions locales, ils ont tous une mission, en fait, un référent régional handicap, en fait, d'identifier, et des référents locaux également. Handicap, je veux dire. Voilà. Enfin, le dernier acteur ressource du service public de l'emploi, c'est Cap Emploi. Et donc là, Fabrice, je vais te laisser la parole pour présenter plus spécifiquement Cap Emploi. Alors, Cap Emploi, on est ce qu'on appelle un opérateur, un OPS, un opérateur de placement spécialisé, puisqu'on a la particularité d'accompagner exclusivement le public en situation de handicap, donc relevant de la loi et ayant un titre de bénéficiaire de cette loi-là. Donc, on a cette spécialité-là. Alors, Cap Emploi est très en contact avec les missions locales et les agences Pôle emploi. Et effectivement, on a des relais dans ces agences-là de chargés de mission handicap qui font le lien avec nous sur certaines situations de personnes qui ne seraient pas suivies par Cap Emploi. Alors, en général, dans les Cap Emploi sont suivies les personnes pour qui il y a une plus-value à être suivies chez nous, c'est-à-dire avec la nécessité d'un accompagnement spécifique du fait de la situation de handicap. Voilà. L'objectif de Cap Emploi, il est double. Il a un double aspect, accompagner les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et accompagner les employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, l'objectif global, c'est la sécurisation des parcours professionnels, donc faciliter l'accès à l'emploi, prévenir les ruptures, gérer les transitions, accompagner les reconversions, gérer les maintiens dans l'emploi, accompagner les employeurs sur toutes ces questions-là de maintien dans l'emploi aussi. L'objectif, c'est de pouvoir dessiner une continuité dans l'accompagnement, voilà, de la personne en situation de handicap, mais aussi une continuité d'accompagnement des employeurs. Donc ça, j'en ai parlé. Évidemment, notre activité, elle intervient dans un cadre qui est prédéfini par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances et de la participation de la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. Ça, c'est clairement défini. Donc, on n'accompagnera pas de personnes qui ne sont pas bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Par la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, évidemment. Et puis ensuite, sur la modernisation du dialogue social, la sécurisation des parcours. Donc, c'est clairement dans ces cadres-là qu'on intervient.
les Cap Emploi, c'est un réseau, hein, et chaque Cap Emploi va mettre en place son offre de service en fonction aussi des particularités de son territoire. Donc au total, 96 organismes de placement spécialisés Cap Emploi sur 17 régions. On est piloté et financé par l'État, financé par la GFIP et le FIP. Après, là aussi, selon les territoires, il peut y avoir des financements différents selon ce que va porter l'association gestionnaire. On appartient à un réseau national qui s'appelle KEOPS, qui essaye de donner une cohérence à toutes les actions qu'on va mettre en œuvre sur le territoire national. On est reconnu comme une mission de service d'intérêt économique général par l'État depuis maintenant 1 ou 2 ans peut-être, je dis ça de tête, je ne sais plus. Et on fait partie du service public de l'emploi. Donc, à ce titre-là, on peut mobiliser toutes les aides de droit commun ou toutes les aides de droit spécifique qui sont relatives aux personnes, enfin, à la question du handicap. Oui, peut-être juste bien préciser qu'effectivement, souvent, en fait, les employeurs font la confusion, pensent voilà, que Cap Emploi est une structure. Or, c'est vrai qu'il faut bien rappeler que les Cap Emploi, en fait, sont des missions de service public qui sont portées par des associations gestionnaires. Donc, sur chaque territoire, en fait, vous allez avoir une association gestionnaire qui va porter un Cap Emploi. Et donc, l'association est différente sur chaque territoire. Par exemple, Fabrice, donc toi, l'association… Dans le Rhône, ouais. Antillion-Rhône, voilà, qui porte le Cap Emploi. Voilà. Après, on est identifié Cap Emploi, donc vous trouverez pour chaque département les coordonnées des Cap Emploi très facilement sans devoir rechercher l'association gestionnaire. Donc voilà. Donc ça, j'en ai parlé, donc je vais le passer plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on recouvre au niveau de l'offre de services des Cap Emploi? Donc, je vais la présenter sous 2 axes. L'axe d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, on est sur la question de l'insertion professionnelle. Donc, on accompagne les personnes qui sont demandeurs d'emploi en situation de handicap dans leur projet professionnel. S'il n'y a pas de projet, on les accompagne pour le construire, ce projet. L'objectif, c'est de les accompagner vers le milieu ordinaire de travail, et de pouvoir leur permettre de rencontrer des employeurs qui souhaitent recruter des personnes en situation de handicap. Cet accompagnement-là, il passe par plein de phases, donc ça peut être effectivement du diagnostic de la situation, de l'accompagnement à la reconversion professionnelle, etc. On accompagne aussi les personnes qui relèvent du CEP, donc du Conseil en évolution professionnelle, qui se posent des questions, qui sont salariés ou qui sont agents de la fonction publique et qui se posent des questions sur leur parcours, pour la plupart souvent en lien avec la question de la santé. Donc on a cet accompagnement-là qui se fait. Et puis on a l'accompagnement des employeurs dans lequel entre le maintien dans l'emploi, mais pas que, puisque accompagner les employeurs, c'est aussi les accompagner sur leur recrutement. Tout à l'heure, j'évoquais le fait de pouvoir vous aider à travailler sur les contre-indications médicales, les contraintes posturales pour les fiches de poste ou sur les postes que vous souhaitez pourvoir avec une personne en situation de handicap. Du coup, le périmètre d'intervention est plus large que simplement accompagner les personnes ou faire du maintien dans l'emploi. L'idée, c'est de couvrir un parcours plus élargi de vos besoins, de vos questions sur la question du handicap on maintient les personnes sur le poste et on accompagne et on aménage les postes de travail. Alors évidemment, l'objectif, c'est de sécuriser les parcours. C'est un terme qui est un petit peu récent dans notre vocabulaire, la sécurisation des parcours. L'idée, c'est aussi d'anticiper les ruptures qu'il pourrait y avoir du fait de la question de la santé. Donc, l'objectif, c'est aussi de vous accompagner. Alors, si on parle du côté insertion professionnelle, c'est aussi de vous accompagner sur des recrutements sur de la durée, c'est-à-dire que on vous aide à recruter une personne en situation de handicap. L'objectif, c'est pas qu'elle quitte son poste au bout de 6 mois parce qu'elle tient plus le poste. C'est un peu ce qu'évoquait Sophie tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment de voir large et de poser les choses clairement pour qu'elles soient sécurisées pour vous, sereines pour le candidat.
Donc effectivement, un accompagnement renforcé pour les personnes en situation de handicap, et puis avec cette dimension de sécurisation pour les bénéficiaires de l'offre de service Cap Emploi. Vous avez donc les demandeurs d'emploi, bénéficiaires qui ont un titre de la loi, les salariés, les agents de la fonction publique en poste en arrêt de travail peut tout à fait être suivi chez nous. Les travailleurs indépendants, évidemment. Je vous disais tout à l'heure, il faut que le Cap Emploi ait une plus-value. Effectivement, si on a des demandeurs d'emploi qui ont une RQTH, mais pour qui il n'y a aucun souci, il n'y a pas forcément de plus-value à ce que Cap Emploi les accompagne, si ce n'est les positionner sur vos offres, par exemple. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de poser un diagnostic sur les situations. Il est double cet objectif. L'objectif pour la personne de pouvoir aller vers un emploi qui est compatible, ou en tout cas lui apporter les informations nécessaires pour rendre les choses compatibles. Et puis pour vous, c'est aussi vous permettre d'avoir les éléments sur les conditions d'exercice pour la personne, ce qu'il conviendrait de mettre en place en termes d'aménagement, y compris les recrutements. On parlait tout à l'heure d'aménager les situations de recrutement. Il n'est pas rare que je sois sollicité par les employeurs publics pour des personnes qui ont candidaté à un poste et qui signifient qu'elles ont besoin d'un aménagement spécifique pour le recrutement. À ce compte-là, on peut aussi vous aider à mettre les choses en place. Et l'offre de service, elle concerne tous les employeurs, privés ou publics, ou associatifs. Oui. Peut-être une question, Oui. parce que je fais le lien notamment avec l'instance d'échange pratique qu'on anime parallèlement dans le cadre du Handipact Auvergne-Rhône-Alpes sur le sourcing des étudiants en situation de handicap. Est-ce que, une question que les employeurs pourraient poser, est-ce que si par exemple on a une personne qui est dans son parcours d'insertion professionnelle, elle est en situation de handicap, mais elle n'est pas encore bénéficiaire de l'obligation d'emploi, elle n'est pas encore reconnue travailleur handicapé. Est-ce que cette personne peut quand même, sachant qu'elle s'inscrit dans un parcours de demande de reconnaissance, même si elle n'a pas encore cette reconnaissance, est-ce qu'il peut être accompagné par Cap Emploi ? Oui, à partir du moment où la personne elle a déposé son dossier de demande auprès de la MDPH, la personne, à partir de là, peut être accompagnée. Voilà. Merci. Avec le risque que sa demande ne soit pas acceptée, mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où le dossier est déposé, on prend en compte la demande de la personne d'accompagnement. Voilà. D'accord. Ok. J'ai déjà un petit peu parlé de tout ça. Selon les situations, évidemment, on est sur de l'accompagnement individuel, donc en fonction des situations des personnes, les accompagnements sont différents. L'objectif, c'est d'atteindre un emploi pérenne pour elles. Donc, ça peut passer par tout un tas d'étapes d'évaluation du travail du projet professionnel, d'évaluation aussi de leur contre-indication médicale ou contrainte posturale. Il n'est pas rare qu'on fasse appel à des dispositifs chez des partenaires pour bien comprendre quelle est la situation de la personne. Je pense notamment aux personnes malvoyantes qu'on oriente sur le Rhône, en tout cas auprès de la FIDEV, qui est un organisme qui permet de faire un diagnostic complet des aménagements à mettre en œuvre pour les personnes, ce qui nous permet après d'avoir plus facilement des mises en aménagement de poste pour les recrutements. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'accompagnement qu'on fait et de façon très individuelle. Accompagner dans l'emploi, là, c'est plutôt pour les personnes qui sont prêtes à l'emploi ou pour les personnes qui, pour le coup, sont déjà en poste et pour qui il y a nécessité d'intervenir. Là, j'oriente plutôt vers le maintien dans l'emploi. Mais effectivement, selon la situation de l'employeur, alors je sais que pour certains CDG, il y a des chargés de maintien dans l'emploi, des chargés de mission qui s'occupent de ça. Donc, par exemple, dans le Rhône, on n'intervient pas pour les collectivités qui sont affiliées au CDG, on intervient pour les collectivités qui ne sont pas affiliées au CDG, à titre d'exemple. Mais voilà, et donc on accompagne sur le maintien dans l'emploi. Le maintien dans l'emploi, ça peut être aussi maintenir la personne sur son poste, aussi l'accompagner sur un autre poste, voire éventuellement l'accompagner hors employeur, c'est-à-dire vers un nouveau projet professionnel. Dans certains cas, c'est nécessaire. Du coup, ça les amène à éventuellement intégrer un process de recrutement. C'est ça, exactement. Tout à fait. En passant par le CEP, etc. Donc, ça peut dépendre des situations, en fait. Alors, les partenariats avec les CDG.
Donc là aussi, ça dépend des territoires, mais c'est souvent le cas. Les Cap Emploi ont souvent une convention de partenariat avec les CDG. C'est le cas pour le Rhône. Dans le cadre de cette convention de partenariat, il y a tout un tas d'actions qui sont définies et mises en place sur le temps de la convention. À titre d'exemple, pour le Rhône, on a donc cette convention de partenariat avec le CDG qui existe depuis très longtemps. Et dans ce cadre-là, on a tout un tas d'actions qu'on met en place. Notamment, le CDG 69 organise des réunions d'information collective pour les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés auxquels on participe. On organise ces infocalls aussi dans nos locaux chez Cap Emploi. On a mis en place un partenariat avec ce que tu appelais tout à l'heure la cellule de travail temporaire, ou d'intérim CDG. Selon les CDG, ça ne s'appelle pas de la même façon. Donc, on a un partenariat avec eux aussi, ce qui nous permet de proposer des candidats qui sont prêts à l'emploi et de les proposer rapidement sur ces postes-là de remplacement. Et puis, on a aussi un partenariat avec le CDG et le CNFPT. Et tous les ans, on met en place une formation qui permet l'accès aux demandeurs d'emploi au métier de la fonction publique territoriale. À titre d'exemple, cette année, en 2019, on avait une formation en comptabilité publique et marché public. C'est une formation qui a duré 5 semaines avec 2 stages dans les collectivités, ce qui permet à ces candidats d'avoir un vernis fonction publique un peu plus étoffé et donc d'avoir des profils plus intéressants pour les employeurs publics. On en est à la 9e édition de cette formation et donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà. Donc là, c'est des choses qu'on met en place, par exemple avec le CDG. Là aussi, c'est des dispositifs qu'on crée, qu'on élabore en fonction des besoins des employeurs. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans le cadre des partenariats, c'est que du coup, on peut mettre des choses qui évoluent. Si je prends l'exemple des hospices civils de Lyon au niveau de la fonction publique hospitalière, c'est en cours de construction, mais on a plein d'idées pour travailler ensemble. Et puis, l'objectif, c'est aussi de signer une convention de partenariat avec les hospices civils de Lyon, ce qui permettra de définir les actions précisément, de façon à les mettre en œuvre de plus précises, quoi. Il faut voilà, que ce sera cadré avec un objectif à atteindre, etc. Dans la fonction publique d'État, il n'est pas rare qu'on participe à des jurys de sélection. Donc, certaines universités ou la préfecture nous sollicite, on participe à des jurys, on diffuse l'offre d'emploi, on propose l'offre à des candidats, on leur explique comment candidater, on accompagne l'employeur sur la sélection des dossiers, notamment sur la question de la fameuse contre-indication médicale ou de la contrainte posturale, en apportant des éléments qui permettent justement d'anticiper le recrutement ou les épreuves de recrutement, les tests s'il y en a, et puis d'anticiper l'intégration si c'est nécessaire. Alors peut-être là-dessus, voilà, préciser que en gros vous avez, enfin ce qu'on vous conseille en fait, c'est de vous rapprocher du Cap Emploi, de votre Cap Emploi en fait de référence, parce que c'est vrai que le développement en fait des partenariats avec les employeurs de la fonction publique ou avec les centres de gestion, etc., peut être variable d'un territoire à l'autre, et en fait tout l'enjeu justement parce que finalement pour le FIP aussi, Cap Emploi est incontournable dans l'accompagnement des employeurs publics dans le process de recrutement des personnes en situation de handicap. L'idée c'est en fait de vous rapprocher de votre Cap Emploi pour définir avec votre Cap Emploi comment vous pouvez travailler ensemble, parce que vous en tant qu'employeur vous avez vos process, votre fonctionnement, vos représentations aussi, vous avez votre individualité, on va dire, et puis le Cap Emploi a son organisation, son fonctionnement, ses habitudes de travail avec la fonction publique. Vous allez peut-être avoir des Cap Emploi qui sont moins à l'aise avec les employeurs publics, d'autres beaucoup plus. Et ça aussi, c'est voilà, l'idée, c'est vraiment de construire le partenariat ensemble avec Cap Emploi pour que finalement ce partenariat soit efficace en fait pour vous. Et pour le Cap Emploi également d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment tout ça l'enjeu. C'est vraiment ça l'enjeu. Les employeurs conventionnés avec le FIP, par exemple, dans leur convention, sont fortement invités à justement formaliser le partenariat avec leur Cap Emploi. Mais les centres de gestion également, on l'a vu, la plupart ont effectivement une convention avec Cap Emploi. Donc c'est vrai que
Voilà, l'idée, c'est vraiment de construire le partenariat selon les réalités de chacun des territoires et de prendre en compte en fait ces spécificités du territoire pour avancer ensemble par rapport à la mise en œuvre de votre politique handicap et maintien dans l'emploi. Alors peut-être juste pour finir, après je te rends la parole, aussi sur souvent j'entends des employeurs dire que finalement quand ils se mettent en lien avec Cap Emploi, ils diffusent leur offre d'emploi et puis finalement ils n'ont jamais de candidat. Alors ça aussi peut-être un point de vigilance là-dessus. Le Cap Emploi n'est pas en capacité de fournir le mouton à 5 pattes. Et du coup, il est important aussi d'avoir une bonne vision de la demande d'emploi de personnes en situation de handicap, de travailleurs handicapés, et du profil en fait des demandeurs d'emploi des travailleurs handicapés, qui sont souvent de niveau 5 à 5, qui sont qui sont pas forcément dans les parcours, dans les profils types recherchés par les employeurs publics pour un recrutement pour demain. Tout l'enjeu du partenariat avec le Cap Emploi, à mon avis, mais Fabrice, je te laisserai compléter, c'est vraiment de définir avec le Cap Emploi comment construire des parcours d'insertion professionnelle pour permettre à des personnes de se positionner sur des offres alors qu'au départ, ils n'ont pas forcément les compétences ou les qualifications requises, mais par contre, ils ont les compétences qui peuvent être transférables. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors effectivement, le fait qu'on fasse partie du service public de l'emploi permet un certain nombre de choses, notamment d'anticiper certains recrutements où vous auriez un besoin spécifique et puis il se trouve que vous n'avez pas le candidat qui correspond tout à fait. Alors souvent, je prends cet exemple-là en disant il y a un candidat qui vous intéresse, mais il n'a pas Excel. L'idée, c'est comme il est demandeur d'emploi, qu'on lui permette de se former sur Excel pour qu'en plus, du coup, il corresponde bien à vos attentes. Et ça, c'est possible si on anticipe. Voilà. Alors, la question d'anticipation, elle est souvent possible, notamment dans la fonction publique d'État, puisque il y a des arrêtés ministériels qui définissent un recrutement BOE cette année sur tel poste et tel poste. Enfin, voilà. Après, quand ce sont des remplacements, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'un remplacement doit être rapide. Donc, du coup, là, c'est plus compliqué. Mais effectivement, il y a des choses à faire. Il y a des parcours à mettre en œuvre. L'apprentissage en est un bel exemple. Mais l'apprentissage permet à la personne de se former et de se former au process fonction publique, du coup. Donc, effectivement, c'est intéressant de fonctionner comme ça. Très bien. Alors, avant de passer à la dernière étape, peut-être juste parce que je vous enverrai, vous pouvez en fait accéder, donc identifier tous vos contacts donc au niveau de Cap Emploi, dans le catalogue des acteurs ressources en fait des Handipact, donc Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, vous avez dans chacun des deux catalogues en fait une fiche qui présente Cap Emploi et avec normalement donc une cartographie et du coup les interlocuteurs, les référents en fait identifiés qui pourront vers lesquels vous pouvez vous tourner. Vous avez également le site, j'ai oublié d'ailleurs de mettre une diapo, je la rajouterai avant de la mettre sur le site du Handipact. Je vous mettrai aussi donc le lien vers le site de Keops, du coup de Keops, qui est le réseau national des Cap Emploi, qui vous renvoie aussi aux différents Cap Emploi sur les territoires. Voilà, comme ça, vous pourrez du coup avoir tous les contacts. Voilà. Alors, j'ai regardé, parce que pendant que Fabrice parlait, j'ai regardé un petit peu les questions, et pour le coup, c'était plus des remarques que des questions. Simplement, une personne qui dit que l'offre de service des Cap Emploi est la même sur le territoire donc au national. Oui, effectivement, c'est exactement la même offre de service, et après, qui est délivrée sur chacun des territoires. Voilà. Et c'est plutôt les modes d'organisation de la délivrance de cette offre de service qui peut varier d'un territoire à l'autre. Mais l'offre de service est bien identique sur l'ensemble du territoire national. Et puis, pour information, il y a une personne qui est Sophie Belance, qui dit qu'elle est également référente TH en mission locale. Donc, il y a aussi un représentant de la mission locale. Il y a des représentants de Cap Emploi aussi, d'ailleurs d'autres que toi, Fabrice, qui participent au webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Cécile se précise aussi et anticiper au maximum le recrutement si possible aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus en tant qu'employeur public ou privé d'ailleurs, plus vous anticiperez en fait vos projets de recrutement,
plus en fait vous serez en capacité de construire des parcours de recrutement qui vont pouvoir être accessibles à des personnes, à des travailleurs handicapés en situation de handicap, parce qu'il peut y avoir besoin d'apporter des réponses en termes de formation, d'apporter des réponses en termes de compensation du handicap, etc. Et donc voilà, c'est vraiment le maître mot, hein, cette notion d'anticipation. Il est vraiment impératif d'anticiper au maximum vos recrutements. C'est le meilleur moyen pour réussir vos recrutements globalement déjà, et en particulier pour les personnes en situation de handicap. Alors, je vais poursuivre parce qu'il n'y a pas d'autres questions sur cette deuxième partie a priori. Donc, sur la dernière partie de ce webinaire, l'idée, c'est de balayer les différents dispositifs et leviers existants. Alors, déjà, le premier, c'est le concours. Alors, simplement, en fait, c'est juste rebalayer les différents dispositifs de recrutement possibles. Donc, le recrutement, la voie classique hein, dans la fonction publique, c'est celle du concours. Simplement, peut-être pour dire que il est possible d'apporter des aménagements pour les travailleurs handicapés. C'est l'article 27 du titre 2 du statut général qui précise en effet que des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin notamment d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter des aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à des candidats entre 2 épreuves successives de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques. Donc, il peut y avoir des aménagements des épreuves apportées. Il est à noter une petite précision que la loi de transformation de la fonction publique a encore fait un pas en avant par rapport à ces aménagements, puisqu'en fait, elle donne la possibilité à un agent de pouvoir solliciter un aménagement donc à tout moment pour le candidat préalablement au concours ou à l'examen. Et d'ailleurs, cette évolution hein, dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique vaut aussi pour les procédures de recrutement, même si d'ailleurs la personne n'a pas une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, à ma connaissance, le décret concernant cette disposition-là n'est pas encore paru. Alors, j'ai un doute, mais il me semble pas. Hein. Mais voilà, c'est vraiment cette idée que des aménagements pourraient être apportés même à la dernière minute, en fait. Ce qui n'est pas sans poser de questions quant aux modalités hein, pour les organismes de formation pour pouvoir apporter justement les réponses en matière de compensation. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc le premier préalable, c'est le concours. Le deuxième, c'est la voie dérogatoire au concours. Il existe en fait pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi la possibilité en fait d'accéder à la fonction publique sans passer de concours. Ce sont ce qu'on appelle les contrats donnant vocation à titularisation ou les contrats dérogatoires. Donc là, vous voyez sur la diapo, je vous ai mis en fait les articles hein, correspondant à ces contrats. Souvent, on dit article 27 pour l'État et l'hospitalière et on dit article 38 pour la territoriale. Souvent, on utilise ce terme contrat article 38, contrat article 27. Donc en fait, il faut retenir que ce sont des contrats qui vous permettent en fait de recruter une personne travailleur handicapé, donc avec le statut, sur toutes les catégories d'emploi, hein, quelles qu'elles soient, A, B, C, pourvu que la personne ait les compétences et les qualifications requises pour cet emploi et qu'il ait également l'aptitude validée par le médecin agréé. Le principe, c'est qu'en fait, ce contrat correspond à l'année de stagiairisation d'une personne qui aurait effectivement réussi un concours. Donc, en fait, c'est un contrat d'1 an qui peut être renouvelable si l'aptitude professionnelle n'est pas suffisamment validée à l'issue de cette année. Et ensuite, donc, à l'issue de ce contrat, la personne peut-être est titularisée à condition, bien sûr, de toujours avoir à la fois l'aptitude professionnelle qui est validée par l'employeur et puis l'aptitude physique validée par le médecin agréé. Voilà, donc c'est une voie qui peut être intéressante aussi, qui permet aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'intégrer la fonction publique sans passer de concours. Voilà, donc ça c'est la deuxième voie. Alors je vais peut-être juste regarder les questions parce que là c'est vraiment en rapport avec les deux sujets. Alors, Elisabeth Mathias indique que oui, le décret, en fait. Ah bah oui, d'accord. Le décret du 4 mai 2020
est bien paru. C'est le décret relatif à la portabilité des équipements qui contribue donc à l'adaptation du poste de travail, qui réglemente les aménagements d'épreuves de concours, d'examens professionnels et de procédures de recrutement. Ben, merci Madame Mathias. Donc du coup, le décret est bien paru. Et du coup, vous le retrouverez aussi d'ailleurs dans la veille juridique sur le site du Handipact, qui est mis à jour en fait très régulièrement. Donc je m'excuse, du coup, si le site est mis à jour, moi j'étais pas complètement à jour sur le fait que dans le décret portabilité, il y avait la question des aménagements. Alors l'apprentissage, on reviendra un petit peu plus tard parce que c'est une des diapos qui suivent. Il faut qu'elle ait les 6 mois de présence sur l'année de référence. Alors, l'alternance, on reviendra un petit peu plus tard. Donc, sur la voie dérogatoire, donc voilà, je dis à peu près les choses. Il y a également un autre levier, en fait, de recrutement, et notamment de recrutement de personnes en situation de handicap, ce sont les emplois aidés. Fabrice, je te laisse prendre Oui. la Alors, parole. au niveau alors les emplois aidés sont des emplois qui sont aidés par l'État financièrement pour favoriser l'insertion de ces personnes dans l'emploi. Alors, vous avez effectivement le parcours emploi compétences, le PEC, qu'on appelait avant CUICE. Enfin bon, après ça a eu des noms, le CAE aussi avant, ça a changé de nom en fonction des gouvernements, chacun a créé son emploi aidé. Cela étant, le PEC, c'est un contrat pour lequel vous avez une aide de l'État, mais c'est soumis à condition. Il faut que ce soit une personne qui réponde à un certain nombre de critères pour pouvoir rentrer sur ces postes-là. Mais ça, le Pôle emploi, la mission locale ou le Cap emploi peut vous aider sur ces questions-là, évidemment. Et en échange, l'employeur s'engage à dispenser de la formation pour la personne. Ça, c'est un élément qui est important. Le PEC ne peut se signer que si il y a cet accord-là. Il y a une aide de l'État, mais en échange, l'employeur doit accompagner la personne sur le poste. Donc, ça peut être une formation certifiante ou diplômante ou non. Ça peut être une formation sur de la bureautique, sur des compétences spécifiques propres à l'employeur. Voilà. Ça, c'est intéressant. Le FIP a des aides si vous recrutez quelqu'un sur un parcours emploi compétences et que vous l'embauchez derrière. Il y a des aides du FIP voilà, pour favoriser ça. Peut-être juste pour préciser ces aides du FIP. Donc en fait, donc pour les emplois aidés, vous pouvez mobiliser l'ensemble des aides du FIP qui touchent à la question des aménagements de poste. Donc c'est-à-dire que si vous recrutez une personne en emploi aidé qu'elle a besoin d'une compensation d'aménagement de poste, vous pouvez mobiliser les interventions du FIP. Et il existe aussi une aide en fait qui est un peu spécifique, qui est l'accompagnement socio-professionnel. C'est comme ça qu'il est appelé, sociopédagogique, pardon, qui en fait consiste à pouvoir mobiliser un accompagnement renforcé pour garantir en fait la sécurisation du parcours de l'agent qui est en contrat aidé en fait, pour en fait toujours dans cette idée de sécuriser et d'aller vers une pérennisation de l'emploi. Donc c'est l'idée de mobiliser une tierce personne, une tierce structure qui va accompagner la personne. Et puis aussi c'est la prime à l'insertion durable, puisque en fait l'idée c'est vraiment toujours dans cette logique de pérennisation de l'emploi. Le FIP verse une prime de 6 000 € donc à l'employeur qui va titulariser ou recruter de manière pérenne en fait la personne donc à l'issue de son contrat PEC. Voilà, donc ça c'est important aussi de préciser ces éléments-là d'aide du FIP. Pardon Fabrice. Non, je t'en prie, c'est bien. Voilà. Le pacte que vous connaissez bien en général en tant qu'employeur public, le pacte qui était ouvert pour les personnes de moins de 26 ans et puis ça a été modifié maintenant, c'est moins de 29 ans ou plus de 45 ans. Souvent, c'est oublié et c'est le public bénéficiaire des pactes, c'est un public qui est non diplômé ou en tout cas qui a une scolarité ne dépassant pas le niveau 5 de formation la plupart du temps. Et pour qui il y a nécessité d'un temps d'adaptation et d'un temps de formation. Donc le pacte, ça permet d'intégrer des personnes dans la fonction publique et l'objectif, c'est aussi de les former. Voilà. Sont des dispositifs intéressants parce que du coup, vous recrutez quelqu'un avec des aptitudes ou des capacités et puis vous le formez à l'emploi sur lequel il est recruté. Ça, c'est toujours intéressant d'accompagner des personnes comme ça. Mais pour vous, c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui est formé à vos propres procédures, processus, etc. Sur les pactes, on est quand même sur un niveau de qualification, on est sur les postes de catégorie C uniquement, c'est voilà, ça? C'est ça. Ouais, uniquement les postes de catégorie C, effectivement.
Sur le Rhône, c'est pas trop utilisé, le pacte. Je sais pas ce qu'il en est De pour les manière autres générale. départements, mais voilà, ça commence doucement à voilà. On voit des employeurs, j'ai des employeurs que j'accompagne depuis longtemps maintenant, qui l'utilisaient pas avant et qui s'y mettent doucement. Donc ça peut être intéressant. Il y a une contradiction aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de titulariser directement en fait des personnes sur des postes de catégorie C sans passer de concours. Donc c'est vrai que du coup, Effectivement. le contrat pacte est souvent Là, est peu mobilisé, ouais, c'est vrai. après, l'intérêt de ce contrat-là, c'est qu'il y a la dimension formation pour la personne. Et donc, voilà, vous formez quelqu'un dans votre service directement. Enfin, ça, c'est intéressant. C'est ça, tout à fait. L'objectif du pacte étant de garder la personne et de la titulariser aussi. Hein. Alors, le service civique, c'est plutôt assez connu. Là aussi, dans le Rhône, pas forcément très utilisé, mais le service civique, là aussi, il y a une aide de l'État. Et l'objectif, c'est de permettre à la personne qui est recrutée de travailler sur un champ d'activité ou une mission spécifique. Et ça accompagne la personne sur comment je vais vous dire ça accompagne la personne dans son projet d'insertion professionnelle. Alors c'est souvent des jeunes, hein, le service civique, mais les employeurs publics, vous avez le droit de mobiliser ce dispositif-là, c'est tout à fait possible. Alors, on est quand même sur un engagement volontaire pour des jeunes de 16-25 ans sans condition de diplôme. On est plus sur une mission, vraiment, c'est cette notion de mission de service civique et d'intérêt général, je dirais. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Tout à fait. Donc là, juste pour le lien, je fais le lien avec le FIP. Le FIP, en fait, effectivement, souhaiterait voir les employeurs publics s'engager davantage sur la mise en œuvre de ce dispositif pour les personnes en situation de handicap. On voit notamment à travers l'élaboration des conventions où ce point-là est systématiquement abordé en fait, de cette question de comment en fait en tant qu'employeur je mobilise le service civique pour les personnes en situation de handicap. Parce qu'il y a quand même une réalité de public demandeur d'emploi, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, qui se caractérise par un niveau de qualification relativement faible ou bas. Et du coup, voilà, ces missions, c'est aussi l'occasion de monter en connaissances, en compétences sur certaines activités. Et du coup, voilà, ça permet de développer les compétences transférables, en fait. C'est un peu ça l'idée aussi. Exactement, et puis d'avoir une première expérience professionnelle la plupart du temps. Hein. C'est ça, tout à fait. Bien. Super, on continue. Ouais. L'apprentissage, du coup, alors l'apprentissage, c'est un sujet important puisque c'est le service public de l'emploi, on est très sollicité pour aller sur ce dispositif-là. Les employeurs sont très sollicités aussi. L'État met beaucoup de choses en lien avec l'alternance en place pour favoriser effectivement, parce qu'on se rend compte que c'est un bon levier d'intégration et d'insertion professionnelle et ça vient compenser, en tout cas pour les travailleurs handicapés, ça vient compenser aussi quelquefois le décalage entre les compétences existantes et puis le poste à pourvoir. L'apprentissage, c'est de l'alternance, c'est un contrat de travail qui est valorisable dans la DOTH et qui permet, en tout cas du côté du bénéficiaire, de se former en même temps que de travailler. Les campagnes d'apprentissage, elles sont assez denses en général. Donc là aussi, Cap Emploi, enfin le service public de l'emploi peut vous accompagner. En tout cas, Cap Emploi, dans le Rhône, on accompagne un certain nombre d'employeurs sur ce dispositif de recrutement-là, sur ces processus de recrutement-là. Alors, selon les employeurs, on va organiser des choses différentes. À titre d'exemple, avec la métropole Grand Lyon, on organise un job dating tous les ans sur l'apprentissage, où on va présenter des candidats qui ont un projet de formation, un projet professionnel validé, qui souhaitent se former sur un métier et qui correspond à un des postes à pourvoir à la métropole. Avec la ville de Lyon, on ne fait pas de job dating, mais on a un suivi approfondi sur les candidatures apprentissage. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en œuvre. Là aussi, alors je veux dire, c'est un petit peu à la carte, c'est en fonction aussi du degré de partenariat avec l'employeur. C'est un levier qui est intéressant. Comme tous les contrats, enfin comme tous les agents de la fonction publique, un apprenti a le droit aux aménagements de poste. Donc là aussi, Cap Emploi, on accompagne sur cette question d'aménagement de poste. Sophie, tu veux intervenir ?
J'ai quelques éléments d'ajout plus Oui. spécifiquement à la fonction publique. C'est vrai que là aussi, hein, comme tu l'as dit, l'État en fait veut très fortement inciter les employeurs à développer en fait le recrutement par la voie de l'apprentissage parce que c'est une voie qui est vraiment en soi très pertinente, notamment pour les personnes en situation de handicap pour à la fois monter en compétences tout en travaillant. Donc c'est vraiment voilà, l'alternance, c'est un principe qui est quand même très favorable. La loi de transformation de la fonction publique a d'ailleurs quand même développé plusieurs dispositions concernant l'apprentissage dans la fonction publique pour justement favoriser l'apprentissage dans la fonction publique avec voilà la dérogation de l'obligation des titulaires du diplôme d'État pour exercer les professions d'infirmier, de masseur kiné, de pédicure, podologue, etc. dans la fonction publique hospitalière. Il y a aussi la hausse de la contribution du CNFPT, donc l'organisme de formation de la territoriale, donc à l'apprentissage dans la fonction publique territoriale. Le principe d'harmoniser la rémunération des apprentis entre le secteur public et le secteur privé. Il y a également, et j'attire votre attention là-dessus, parce que toujours dans cet objectif de pérennisation, de sécurisation des parcours professionnels, la loi a prévu aussi la possibilité d'expérimenter la titularisation suite à un contrat d'apprentissage pour les apprentis bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, pour une durée de 5 ans, cette expérimentation prévoit effectivement que les BEE puissent être titularisés à l'issue du contrat d'apprentissage dans le corps ou le cadre d'emploi, donc correspondant à l'emploi qu'il occupait donc en tant qu'apprenti. Et bien sûr, tout ça est encadré dans le cadre d'un décret qui, lui, est bien paru. Du coup, je vous invite à aller voir donc cette veille juridique sur le site du Handipac pour être au fait de ces actualités. Mais ce sont voilà des éléments qui montrent que même dans le cadre réglementaire, le législateur est en train de structurer, d'ouvrir en fait, de mieux organiser la possibilité pour les employeurs publics de recruter par l'alternance. Alors malheureusement, pour le coup, le contrat de professionnalisation n'est pas encore d'actualité dans la fonction publique à la différence du secteur privé, ce qui est bien dommage parce que c'est quand même effectivement un dispositif qui est plus, je dirais, peut-être moins plus fluide, plus facile à mobiliser, plus rapide à mobiliser. Voilà, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, donc voilà ce que je voulais rajouter sur l'apprentissage. Et aussi, il existe une multitude d'interventions du FIP sur l'apprentissage. Le FIP notamment prend en charge 80% de la rémunération de l'apprenti. C'est de la rémunération de l'apprenti. Il finance aussi une prime au début du contrat d'apprentissage à destination des apprentis. Il finance également le coût pédagogique de la formation en apprentissage. Il finance la rémunération, le temps passé au tutorat et la formation des tuteurs. Il finance également, il y a une prime à l'insertion durable à hauteur de 1 600 € si la personne est donc titularisée ou pérennisée à l'issue de son contrat. Il y a vraiment une multitude d'aides que vous retrouverez dans le catalogue des interventions du FIP. Et sur le site du Handipac, vous avez une fiche qui est spécifiquement dédiée à l'apprentissage, aux aides du FIP dans le cadre de l'apprentissage. Donc c'est vrai qu'on voit qu'aussi du côté du FIP, il y a vraiment cette idée de vous aider en tant qu'employeur, de vous venir en appui pour faire en sorte vraiment d'avoir les moyens et notamment financiers de recruter des personnes par la voie de l'apprentissage. Donc voilà, c'est vraiment le levier qu'on souhaite le plus finalement dans ce webinaire mettre en lumière parce que c'est celui qui semble le plus pertinent pour tous. Alors, il y a eu des questions sur la déclaration de l'obligation d'emploi par rapport aux alternants. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet. Mais en gros, le bénéficiaire de l'obligation d'emploi apprenti et peut être décompté dans l'obligation d'emploi. Donc, effectivement, il peut être décompté dans l'obligation d'emploi, par contre, à condition de respecter les conditions de déclaration. Donc là, je vous invite encore une fois à aller voir le webinaire sur la déclaration de l'obligation d'emploi qui précise très bien tout à fait le cadre réglementaire pour pouvoir déclarer votre apprenti bénéficiaire de l'obligation d'emploi dans votre déclaration. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais compléter sur l'apprentissage. Ensuite, un autre levier qui me semble vraiment important, c'est l'accueil des stagiaires et des emplois temporaires.
Là-dessus, en fait, c'est simplement dire que vous avez aussi dans votre processus de recrutement parfois besoin de rapprocher en fait le décalage, enfin de pallier au décalage entre les prérequis pour vos offres d'emploi et le profil des personnes accompagnées. Et le fait d'accueillir des personnes dans le cadre de stages ou d'immersion pour justement leur permettre de leur côté de découvrir le métier et de votre côté de mieux appréhender le profil des personnes est un vecteur très intéressant pour vous aider justement à construire vos projets de recrutement. Et c'est à peu près la même chose quand vous recrutez des agents sur des postes en renfort ou sur des postes en remplacement. Donc dans le cadre de CDD, c'est vrai que souvent on voit que dans ce type de recrutement, il y a des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui sont recrutés, mais pour autant, il n'y a pas forcément de prise en compte en fait du fait que la personne est bénéficiaire de l'obligation d'emploi et pourrait constituer un vivier demain pour pouvoir pérenniser en fait l'emploi ou pouvoir les recruter sur un autre emploi. Et donc du coup voilà, simplement dire que ce sont des leviers très intéressants qui peuvent vraiment vous aider dans votre parcours de recrutement. Fabrice, tu veux peut-être compléter par rapport au stage? Juste, je me rappelle plus ce qu'il y a juste derrière, mais il y a effectivement l'accueil de stagiaires, de personnes qui sont en formation, qui recherchent des lieux de stage vis-à-vis de leur formation. Mais il y a aussi les stagiaires demandeurs d'emploi qui sont en recherche souvent d'un poste. Et c'est un moyen pour vous de recruter, c'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle la PMSMP, mais je crois qu'on en parle plus loin. C'est une mise en situation professionnelle, c'est une convention de stage qui est portée par le service public de l'emploi. Et ça vous permet de tester la personne pendant une semaine, éventuellement, et si elle vous convient, vous pouvez la recruter. Donc ça, c'est possible aussi. Hein. Donc c'est une autre forme de stage. Je voulais Alors juste c'était bien dans ça. cette diapo. La D'accord, ok. PMSMP, c'était bien là. Effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de dire que c'est un outil qui est intéressant parce que du coup, ça permet de couvrir la personne pendant ce stage, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Voilà, ça donne une couverture assurantielle. Peut-être préciser aussi sur les stages que le FIP finance, prend en charge les indemnités de stage pour les stages obligatoires, notamment des étudiants en situation de handicap. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir. Et puis peut-être aussi préciser sur cet aspect-là, stage et emploi temporaire, l'existence du dispositif Duodet. Alors malheureusement, cette année, le dispositif Duodet n'a pas pu avoir lieu à cause du confinement. Mais Duodet, c'est un dispositif que je vous invite à découvrir en tapant Duodet sur un moteur de recherche, vous tomberez sur la page. C'est un dispositif qui permet sur une journée, en fait, d'organiser des immersions de personnes en situation de handicap sur différents métiers que vous souhaiteriez leur faire découvrir à des personnes en situation de handicap. C'est un outil qui est très intéressant parce qu'on est bien dans cette logique d'immersion et donc de découverte de métiers. Et en même temps, c'est un outil qui est très intéressant en termes de sensibilisation des équipes en fait de travail sur le handicap. Donc voilà, Duodet. Alors, ce qui est écrit sur le site, c'est que Duodet 2020 va être reporté. On ne sait pas de manière exactement en fait à quel moment ça va être reporté. Est-ce que ça va être reporté sur 2020 ou est-ce que finalement ça sera en 2021? Mais en général, Duodet, c'est chaque année au mois de mai. Voilà. Voilà. Ah oui, ça aussi. Vous avez, alors ça, je l'évoque parce que en fait, c'est peu connu des employeurs publics, a priori, hein, mais il existe en fait vous savez qu'il existe une bourse interministérielle de l'emploi public qui s'appelle Place de l'emploi public de mémoire. C'est ça, oui. Voilà. Et il y a dans cette bourse en fait une autre mini bourse, on va dire, qui s'appelle Place de l'apprentissage et des stages. Et normalement, l'idée, c'est que vous, en tant qu'employeur ou les candidats, peuvent trouver toutes les offres en apprentissage et les offres en stage dans la fonction publique dans cette bourse. Alors, en vrai, aujourd'hui, elle n'est pas encore suffisamment alimentée. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que tous les employeurs publics jouent le jeu d'alimenter cette bourse-là pour rendre lisible en fait de manière la plus exhaustive possible toutes les offres de stage et toutes les offres en apprentissage dans la fonction publique. Mais
je trouve que cet outil est vraiment intéressant parce que justement, elle centralise en fait les besoins, les offres. Donc, n'hésitez pas en fait à l'alimenter parce que du coup, c'est vraiment un levier intéressant pour les candidats qui finalement ont un endroit où finalement toutes les offres sont recensées. Voilà. Voilà. Les interventions du FIP, alors on les a évoquées tout au long de la présentation de ce webinaire. Il existe beaucoup d'interventions du FIP sur la question de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. On a vu que le FIP intervient largement sur le champ du recrutement des apprentis. C'est vraiment un levier très fort et c'est vraiment un élément moteur. Il intervient aussi sur les offres, donc sur les indemnités de stage. Il intervient sur des primes à l'insertion durable pour les emplois aidés et pour les apprentis. Il intervient également sur la prise en charge d'accompagnement socio-pédagogique sur les emplois particuliers que sont donc l'apprentissage, les emplois aidés, les stages, etc. Et puis, par ailleurs, toutes les interventions sur la compensation du handicap sont mobilisables aussi pour ces emplois, pour les agents, en fait, nouveaux agents que vous allez recruter dans votre structure. Donc toutes les aides en fait qui touchent aux aménagements de postes de travail, aux études ergonomiques, etc. Il y a aussi une petite aide intéressante qui est l'aide au déménagement. Si vous êtes amené à recruter une personne qui doit déménager, le FIP peut attribuer une aide pour l'aider à financer en fait son déménagement. Donc voilà, il y a des choses vraiment intéressantes. Donc n'hésitez pas à revoir le catalogue des interventions du FIP que vous trouverez sur le site du FIP. À chaque fois, je le dis, n'imprimez pas ce catalogue, allez le chercher sur le site du FIP puisqu'il évolue régulièrement et donc pour être sûr d'avoir la dernière mouture, la dernière version, allez le chercher sur le site du FIP directement. Voilà. Le challenge, pour finir, et ça sera le mot de conclusion. Le challenge, en fait, vous l'avez compris, c'est de structurer une politique de recrutement de personnes en situation de handicap. Je m'excuse, il manque un petit, il manque un petit mot. Pour ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que structurer sa politique, en fait, de recrutement de personnes en situation de handicap, c'est accepter d'investir dans la mise en place d'un parcours individualisé au regard des besoins de l'employeur et du profil des candidats sélectionnés en fonction de leurs compétences transférables, tout en prenant en compte leur situation de handicap. Recruter, en fait, développer un process de recrutement de personnes en situation de handicap, il y a vraiment cette notion de prendre le temps de l'organiser. C'est pour ça que je parle d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut, Cécile Leus tout à l'heure a dit, il faut absolument, plus vous anticiperez, mieux ce sera. Effectivement, il faut investir, anticiper, réfléchir aux meilleurs moyens de recruter, s'entourer des bons partenaires, comme Cap Emploi, voilà, qui sont vraiment là pour vous accompagner dans votre process, qui est là pour vous aider vraiment à apporter à construire en fait ces parcours individualisés au regard de vos besoins, mais aussi au regard des candidats qui vont potentiellement vous être présentés comme n'étant pas forcément le candidat qui est hyper prêt pour se positionner sur l'offre, mais un candidat qui a des compétences transférables, mais qui a besoin pour être prêt à se positionner sur votre offre, qui a besoin en amont, peut-être de faire une formation ou de faire une alternance ou de faire des stages, etc. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de construire. C'est pas juste de recruter, c'est vraiment de construire avec Cap Emploi, avec les centres de gestion, avec tous les acteurs qui peuvent vous venir en appui, de vraiment construire un parcours de recrutement et pas seulement de faire un recrutement pur et dur, quoi. Voilà, donc moi, ça sera mon mot de conclusion sur ce webinaire. Fabrice, peut-être que tu veux compléter? Oui, simplement dire que Cap Emploi dispense une offre de service, mais qu'on s'adapte aussi aux besoins des employeurs. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, prenez contact avec le Cap Emploi, prenez un temps de réunion, voyez avec le Cap Emploi de votre département ce que vous pouvez mettre en œuvre et comment vous souhaitez le mettre en œuvre. Nous, c'est ce qu'on fait sur le Rhône, ça marche plutôt bien. Du coup, avec chaque employeur, on a une façon de travailler qui est quelquefois différente, mais l'objectif étant le même, accompagner sur vos recrutements, votre politique d'emploi, comment construire les choses, qu'est-ce qui est le plus pertinent, par quoi on commence, vers quoi on veut aller, etc. Je pense que c'est un bon levier.
On fait partie du service public de l'emploi. On peut sourcer aussi de ce fait-là des candidats ailleurs. Moi, j'ai des candidats que j'ai proposés sur l'apprentissage qui venaient du Pôle emploi qu'on n'accompagnait pas. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est à construire, donc n'hésitez pas. Voilà. Très bien. Je vais juste reprendre les quelques questions qui sont posées en fait depuis qu'on n'a pas repris. Il y a Anne Fauconnet du CDG 74 qui pose cette question concernant le service civique. Pensez-vous que le taux de chômage, le fort chômage des jeunes du fait de la crise sanitaire pourrait le favoriser? Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice? Certainement. Après, le service civique, c'est une démarche administrative à avoir aussi en direction de l'État. Alors après, il y a une plateforme pour les services civiques où vous pouvez déposer vos missions et puis les candidats déposent aussi leur candidature et puis vous pouvez identifier des candidats. Les candidats peuvent identifier les missions que vous proposez. Oui, certainement que ça peut favoriser l'insertion des jeunes. C'est un bon levier, en tout cas, en général, pour ceux qui vont là-dessus, c'est un bon levier. En tout cas, ça peut être une réponse possible sur cette période d'attente de trouver un emploi. Oui, d'autant qu'en plus, on regarde la période où les employeurs recommencent doucement à réintégrer leurs locaux, etc. Les recrutements ne reprennent pas forcément tout de suite. Ça permet aussi une visibilité, c'est-à-dire qu'on prend un service civique et puis, en fonction de nos besoins, peut-être qu'on peut lui proposer un poste derrière. Enfin, voilà. Tout à fait. Et puis pour les jeunes, ça permet de faire valoir aussi des expériences finalement qu'ils vont pouvoir ajouter sur leur CV pendant cette période où effectivement, on l'a vu, l'insertion des jeunes diplômés notamment va être assez complexe sur 2020, 2021 même. Rosine Blin, donc du CDG 38, pose la question s'il existe un tableau récapitulatif des différents contrats avec les obligations et les aides incitations. Alors, au titre du handicap, pour le coup, il n'existe pas, mais on peut envisager de le concevoir. Ça ne serait pas compliqué puisqu'on a l'ensemble des éléments à disposition. Je ne sais pas du côté de Cap Emploi si… Alors, nous, on a des fiches. Enfin, nous, on a construit des fiches par type de recrutement, c'est-à-dire apprentissage, stage, etc. Donc, oui, je pourrais peut-être éventuellement vous fournir ça. Eh ben, du coup, je veux bien je les mettrai sur le site du Handipact. Ouais, je t'enverrai ça. Comme ça, vous en aurez accès. Et puis, effectivement, on peut réfléchir d'un autre côté à la construction d'un tableau parce que c'est vrai que ça ne serait pas compliqué à mettre en œuvre. Alors, Rosine Blin, toujours, attention, dans la période actuelle, exécutif, pas tous élus, période de confinement t'engage dans les finances. Les collectivités sont très, très frileuses cette année. Comment les convaincre ? C'est une très bonne question, Rosine. Effectivement, on est dans une période où les employeurs globalement sont en pleine reprise d'activité, doivent réorganiser un petit peu leur fonctionnement. C'est sûr que voilà, dans la fonction publique en plus territoriale, il y a eu les élections, elles sont pas terminées, les choses doivent se mettre en place progressivement. Moi, je dirais qu'il faut accompagner les employeurs en fonction de leur situation et du contexte dans lequel ils se trouvent à un moment donné, faire du forcing sur du recrutement quand on voit que l'employeur est pas du tout disposé à travailler là-dessus. Je suis pas sûre que ce soit judicieux. Je pense que l'idée, c'est quand même de prendre en compte effectivement cette réalité au quotidien, de montrer que en tant que centre de gestion, Cap Emploi, etc. Vous êtes là pour vous tenez à disposition pour les accompagner, mais voilà, cette réalité là, elle est là et du coup on peut pas en faire ne pas la prendre en considération. Stéphanie Locatelli-Chapeau, pour le service civique, la plupart des missions ont été suspendues. Certains ont pu reprendre, mais ce dispositif, oui, bien sûr, est aussi touché par la crise sanitaire. Oui, tout à fait, la crise sanitaire a chamboulé beaucoup de choses, mais en tout cas, le service civique existe toujours, quoi qu'il en soit. Maintenant, effectivement, il faut regarder quelles sont les conditions de remise en place. Petite question d'Anne Fauconnet. Petite question il nous arrive d'orienter les agents en reconversion vers le secteur privé et des formations en contrat pro. Pouvez-vous me confirmer que le contrat de pro est ouvert à tous les BOE ou faut-il être bénéficiaire de l'AAH ? Alors là, Fabrice. Donc les contrats de professionnalisation, c'est comme le contrat d'apprentissage, ils sont ouverts à tous les BOE et il n'y a pas de limite d'âge pour eux.
La différence, en réalité, c'est que le contrat de professionnalisation n'est possible que dans le secteur privé. Dans le secteur public, vous avez le contrat d'apprentissage. Dans le secteur privé, ils ont le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Les deux sont possibles. Il n'y a pas nécessité d'être bénéficiaire de l'AAH. Le fait simplement d'être bénéficiaire de l'obligation d'emploi fait sauter la limite d'âge et donc permet à ces personnes d'aller sur des contrats de professionnalisation. Ok. Autre question, y a-t-il des CFA spécialement orientés vers les métiers de la fonction publique hospitalière? Alors, en fait, il n'existe pas de métier spécialement orienté vers une fonction publique en particulier. En fait, les CFA sont orientés plutôt vers des métiers. Par contre, il existe des CFA qui sont plus spécifiquement orientés vers les métiers des soignants, etc. D'ailleurs, sur l'Île-de-France, je vois que Jacques d'Angleterre a précisé que le CFA ADAFOR regroupe les métiers du social et sanitaire, dont infirmiers, aides-soignants, etc. Fabrice, tu... Oui, je confirme. Alors, il en existe quelques-uns, je ne les ai pas en tête là. Je sais aussi qu'il existe un établissement de formation d'infirmières, infirmiers, réservé pour les travailleurs handicapés. Voilà. Alors après, c'est un peu isolé comme établissement, donc on n'en trouve pas toujours, au même titre qu'il existe les écoles de kiné pour malvoyants, non-voyants, ben voilà. Après, c'est orienté métier. Voilà, c'est pas spécifique fonction publique, c'est orienté métier, effectivement. Où est-ce qu'on trouve l'offre de formation sur les régions en apprentissage? Sur les sites des régions, on trouve, voilà, chaque région a une partie formation, établissement de formation, apprentissage, contrat pro. Il y a un catalogue en fait voilà, de formation d'apprentissage, c'est ça? Tout à fait. On pourra les remettre sur le site du Handipact également, ces catalogues. Hop. Avez-vous connaissance des collectivités qui orientent les personnes en CRP sans passer par la MDPH? Nous sommes en attente du décret, mais cela se fait peut-être déjà. Alors aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si les collectivités le font, mais pour l'instant, et le décret n'est pas sorti, et pour l'instant, il faut une notification de la MDPH. C'est pas possible autrement. Tout à fait. Voilà. Bah, ma connaissance aussi, j'ai pas de, donc j'ai pas de réponse dessous. Peut-on utiliser la PMSMP, donc les stages du service public de l'emploi, pour résumer, pour des agents reconnus BO en interne sur d'autres services ou métiers? Alors, il est possible de mettre en œuvre une PMSMP pour des salariés, des agents de la fonction publique aussi, mais il y a une condition, il faut que cet agent soit sur un risque d'inaptitude. Et donc, du coup, dans le cadre de l'accompagnement au maintien dans l'emploi, qui peut être fait par Cap Emploi, il peut être nécessaire que la personne découvre un nouveau métier, que ce soit en interne, et que ce soit un autre service. Donc, à partir de là, la PMSMP peut être mise en place. Mais le critère de risque d'inaptitude est présent. Sinon, ce n'est pas possible. Ok. Avez-vous connaissance non, ça j'ai déjà dit, pardon. Où puis-je trouver le webinaire? Alors, le webinaire, en fait, sur la déclaration de l'obligation d'emploi, vous pouvez le trouver sur les sites des Handipact Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Vous trouverez les replays et le support. Vous verrez que le support, en fait, c'est celui qui a été fait par Laure Bernard, donc qui est en charge du recouvrement donc au niveau de la Caisse des dépôts donc et du FIP, et il est très très détaillé. Et puis il y a Fabienne Legrand qui indique qu'il doit être programmé sur le deuxième semestre 2020. Donc il est vrai qu'on est en train de préparer notre feuille de route là sur le dernier semestre 2020 et il est probable qu'on réédite en fait ce webinaire. Je le confirme pas pour Auvergne-Rhône-Alpes pour le coup, mais en tout cas vous allez avoir très rapidement la feuille de route sur la fin de l'année. Muriel Bazin, donc ça j'ai répondu. Ah oui, vous avez aussi les webinaires sur le site du FIP, tout à fait. Anne Fauconnet répond à Pierre, donc pour mobiliser le CRP. Ah voilà, donc Anne Fauconnet indique à Pierre, vous pouvez mobiliser un CRP comme un organisme de formation. Certaines peuvent même signer des contrats d'apprentissage, mais sans notification. Le coût formation sera à la charge de l'employeur avec un tarif jour relativement élevé. C'est un établissement médico-social qui peut dépasser les 10 000 € du FIP. Donc, il y a quand même une possibilité, a priori. La plateforme Place de l'emploi public n'est toujours pas accessible pour la fonction publique hospitalière, malheureusement. Alors, je ne le savais pas. Du coup, c'est intéressant de le savoir. Pour moi, je croyais qu'elle était vraiment ouverte aux 3 versants. Donc, je vais voir ce qu'il en est.
Voilà, MDPH. Et voilà, et j'arrive au bout du bout. Et nous avons dépassé l'horaire de 10 minutes, un peu plus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, si Fabrice, tu n'as pas d'autres remarques à faire éventuellement, on va mettre un terme au webinaire. Fabrice, tu veux redire quelque chose? Non. Enfin, c'était très intéressant d'échanger sur toutes ces questions-là. Utilisez Cap Emploi, c'est une offre de service qui est gratuite, donc utilisez-la. Cap Emploi est là pour vous accompagner, même sur quand c'est pas directement des recrutements, pour la sensibilisation, pour des choses comme ça, on peut aussi vous aider à préparer les intégrations, le suivi dans l'emploi. Enfin voilà. Merci beaucoup Fabrice Merci à d'avoir toi accepté et de merci à tout le co-animer monde. ce webinaire donc avec le Handipact, enfin les Handipact Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. C'est vraiment très agréable de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de Cap Emploi aussi sur tous ces sujets que sont l'insertion professionnelle, le maintien d'emploi, tout ce qui est évolution professionnelle des personnes en situation de handicap. Un grand merci à tous. J'ai mis, vous voyez, la diapo de fin du webinaire qui porte sur le topo des webinaires. Pour le moment, donc, comme je vous disais, on n'a pas de webinaire prochain de programmer à court terme puisqu'on est en train de préparer en fait la feuille de route sur la fin de l'année 2020, mais il y en aura d'autres. Nous vous en ferons, enfin, vous aurez l'information très prochainement. Notamment, on a fait des sondages qu'on vous demande de compléter pour justement identifier vos attentes par rapport à l'animation des Handipact. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du Handipact pour répondre à ce sondage de façon à ce qu'on puisse aussi structurer notre offre d'animation et notamment de webinaire de façon à ce qu'elle soit adaptée à vos demandes et à vos besoins. Tous les replays, les supports sont sur le site, sur les sites extranet, donc des deux Handipact. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher. Et si vous avez des difficultés pour accéder à ces sites, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous aider. Voilà, un grand merci à tous et je Merci. vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.